Merci Yves Cratinger. Louis, on a parlé des espaces peu denses, on va passer avec des actes inverses. On va plutôt parler des espaces denses qui sont beaucoup aujourd'hui un enjeu politique, social, économique. Tu connais évidemment bien Nice et la métropole. Comment on fait aujourd'hui pour accélérer? On voit qu'on ne peut pas simplement attendre une décarbonation des véhicules, qu'il faut agir sur d'autres leviers. Quel est ton constat sur les priorités à adopter en matière de gains d'économie carbone? Alors peut-être, avant de répondre à cette question pertinente, je vais d'abord saluer mon collègue, dont je retrouve la fougue et le dynamisme, et j'ai envie de lui lancer une invitation. Toi, tu en as lancé une aux Hauts-de-Seine, moi je vais t'en lancer une par la métropole de Nice-Côte d'Azur et par Christian Estrosi. Ton analyse, moi je suis prêt à la partager. Il n'y a pas de difficulté à comprendre les problèmes que tu soulèves, et d'ailleurs qui nous sont rappelés derrière nous. On a effectivement 5 facteurs sur lesquels il faut qu'on intervienne, et on sent bien qu'il y a un optimisme que je qualifierais de modéré pour atteindre en 2050 la décarbonation. Sans compter le reste de la planète, ou alors là, vaste problème. Très bien. Donc on va déjà commencer chez nous en France, voire en Haute-Saône, en Haute-Seine ou à Nice, pour voir ce qu'on fait. Et donc, moi, je vais t'inviter sur la métropole. Pourquoi? Parce que tu as parlé de deux choses. On n'a pas le même camp politique, on n'a pas les mêmes idées, et pour autant, on est dans des transports. Et les transports, j'ai coutume de le dire, ils sont ni de droite ni de gauche, il faut s'en occuper, il faut les faire, et il faut essayer de répondre au mieux à ce qu'attendent les gens. Alors, tu dis, risque d'y avoir une censure sociale par le coût des transports. On en est totalement conscient et on est sur la même longueur d'onde, puisque à Nice, désormais, nous avons lissé le coût du transport dans toute la métropole, 49 communes, dont je rappelle que 60% des communes sont des communes rurales. C'est peut-être pour ça qu'on se rejoint. Bon, c'est moi qui suis sur le littoral de la Côte d'Azur, en plein milieu urbain. Je suis quand même président de la déléguée de cette métropole avec Christian Estrosi, président. Eh bien, nous avons plus de communes rurales à traiter que de communes littorales. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait en sorte que pour se déplacer sur l'ensemble de la métropole, y compris pour faire 60 km, ce ne soit plus ce qu'il y avait avant, une différence de prix, mais c'est désormais 1 € le déplacement. C'est donc une volonté politique, justement, d'éviter cette censure que tu as effectivement citée, que nous avons également vue. Et donc, nous avons une politique extrêmement volontariste. C'est clair que ça coûte de l'argent. Mais le politique fait des choix dans la vie. Eh bien, nous avons décidé de faire ça pour permettre à l'ensemble des communes, y compris les plus éloignées du littoral, de bénéficier de transports en commun, dignes de ce nom. La deuxième censure que tu as soulevée, c'est la censure territoriale. J'ai cru comprendre dans ton intervention que les métropoles commençaient à défriser. Eh bien, je pense simplement qu'il y a une péréquation interne sur le terrain, parce que rien ne vaut le principe de subsidiarité. Tout est dirigé par là-haut et on nous lâche. Moi, je demande, nous demandons avec Christian Estrosi, on demande à ce qu'on nous lâche les baskets. Bon, et tu as bien raison qu'on nous laisse faire. Vous avez vu dans l'affaire des masques, eh bien, ça a été les collectivités locales qui ont pris le relais d'un État défaillant. Pourquoi? Parce qu'on était en direct tous les jours, à tout moment, avec les gens qui nous demandaient des masques, tout simplement. Et donc, nous, on a réagi. Alors, cette censure que tu estimes géographique, à partir du moment où on est capable de faire en sorte d'avoir une péréquation locale, interne, avec lesquelles on les connaît. Bon, je participe et je vais à toutes les fêtes patronales des villes et des villages de la métropole, et je m'aperçois que tous les maires reconnaissent l'importance de la solidarité de la métropole. Parce que si la métropole n'était pas là, la station d'épuration en plusieurs millions d'euros, ils ne pourraient pas la faire. Voilà. Donc, il nous faut trouver des systèmes de péréquation.
non pas à l'autre bout du pays, parce que ça sera difficile à expliquer à des contribuables qui sont parmi les contribuables les plus exposés au monde. Donc, par contre, quand on voit en direct à quelques dizaines de kilomètres ce que peut faire une métropole pour une autre collectivité rurale, en l'occurrence, là, les gens sont d'accord, là, les gens comprennent, et on arrive à faire une politique acceptée, y compris par ceux qui payent. Je reviens maintenant à la question. Eh bien, on voit bien à travers les principaux enseignements de M. Bigot que pour atteindre cette décarbonation, vous avez vu, ce qui est impressionnant, et je pense qu'il faudrait la repasser, c'est la chute de la courbe entre 2020 et 2050. Parce que ça parle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts exceptionnels, je vais dire. Et donc ces efforts exceptionnels, on les aura, mais à travers, pour moi, toute une série, il faut balayer, j'allais dire, l'ensemble des éléments. Vous avez là des éléments relativement techniques, mais après, on voit bien apparaître du politique là-dedans. Si vous dites dans le report modal de mettre des contraintes sur les zones les plus émettrices, et ça veut dire quelque chose, par exemple, moi j'avais introduit le péage urbain dans la loi quand j'étais sénateur, jamais personne ne l'a appliqué. Hein. Bon, ça n'est bien gardé d'ailleurs. Bon, alors que toute l'Europe a du péage urbain. Nous avons des tabous, comme tous les pays. Hein. Chaque pays a ses tabous. Hein. Donc, mais vous avez vu que quand on a mis des portiques, il a fallu que quelques bonnets rouges, je crois que c'était ça à l'époque, ce n'était pas les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges, les coutumiers du fait. On a reculé et ça nous a coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Hein. Bon, les autres pays, quand on allait avec Philippe ou d'autres, quand on allait à côté de chez nous, ils nous regardaient avec beaucoup d'étonnement. Donc cela signifie qu'il faut effectivement travailler sur de la pédagogie. Nos concitoyens ne se rendent pas bien compte et quand on a eu les gilets jaunes, j'ai compris les gilets jaunes. Parce que là aussi, je te rejoins. Le gilet jaune, chez moi, c'était quelqu'un qui travaillait. Mais c'était un travailleur pauvre, je dirais. C'était quelqu'un qui gagnait 1200, 1500. Et il me disait, si on augmente, monsieur le maire, le coût des carburants, c'est 30 à 50 euros à la fin du mois. Honnêtement, 30 à 50 euros peut paraître léger. Pas pour eux, pas pour celui qui gagne 1200 euros. Et donc, à partir de là, on comprend bien qu'il faut prendre des mesures avec un impact peut-être différencié, aider ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça existe. Par contre, je pense que notre budget social, qui doit être un des plus élevés au monde, n'est peut-être pas tout à fait calé sur ce principe-là. Et donc, il est très difficile de demander aux Français de payer davantage d'impôts. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, à partir du moment où on a cette somme d'argent qui rentre dans les caisses, l'ancien sénateur que j'ai, le président délégué ou le maire demande où passe l'argent. Alors c'était déjà le cas, on avait une discussion dans le cas du Conseil d'orientation des infrastructures. Où passe l'argent? Parce que là, on a vraiment besoin d'un soutien financier. Donc on en arrive au plan de relance sur lequel on va pouvoir injecter. Et personne n'a parlé du PIA 4 qui doit nous permettre là aussi d'innover et d'avoir demain, j'allais dire encore une industrie de pointe dans le domaine des transports, puisqu'aujourd'hui on ne se débrouille pas trop mal. Hein. Quand vous voyez Alstom, vous apercevez que la France produit encore aujourd'hui des matériels et on a des industriels de grande qualité avec des enseignes. Moi, je bois du petit lait tous les matins. Je vois l'enseigne SNCF faire sa révolution culturelle. C'est ce que j'avais essayé d'obtenir. On y est arrivé par l'ouverture à la concurrence. Mais là, je vois la vieille dame se réveille, quoi. Hein. Eh ben, c'est formidable. C'est pas. Donc, on a des progrès à faire, on peut les faire. Et pour vous citer un ordre d'idées sur Nice, par exemple, aujourd'hui, nous avons 435 bus avec 228 bus de la régie. On a une régie chez nous, bon, dont 50 sont déjà décarbonés, 44 au gaz, 6 électriques, c'est-à-dire à peu près un quart. Eh bien,
avec Christian Estrosi, nous souhaitons passer en 100% propre, biogaz, hydrogène, électricité, en 2025, en anticipation avec la loi. Voilà l'objectif qu'on se donne. En même temps, on introduit de plus en plus, parce qu'on pourrait, quand on parle de la décarbonation, et notamment dans les milieux urbains et de la pollution, il y a plusieurs choses. Nous, on envisage un tram-train pour desservir toute la vallée du Paillon jusqu'à Breil. Là encore, avec le ministère, nous avons un accord de principe pour travailler sur cet objectif-là. C'est même sur une petite ligne, relancer une petite ligne. Et là encore, toute tendance politique confondue, puisque chez nous, la vallée du Paillon, on l'appelle la vallée rouge. C'est dire, bon, eh bien, c'est là, ensemble, élus ensemble, toutes tendances confondues, quand on va faire ça. On a ensuite, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, la ligne SNCF. La Côte d'Azur, et Nice en particulier, a une chance extraordinaire d'avoir eu Napoléon III. Il avait peut-être des faiblesses ailleurs, mais alors là, il a été très bon. En 1860, il nous installe cette ligne en plein centre de nos centres urbains. Vous avez une gare tous les 2,5 km, ce qui fait que la meilleure façon d'aller, par exemple, de Cannes-sur-Mer, de Nice, de Cannes à Monaco, c'est le train. Sous réserve que le train fonctionne. Et jusqu'à maintenant, il ne fonctionnait pas bien. Et donc, j'avais même une adjointe chez moi, dans mon équipe, qui travaillait à Monaco et qui a abandonné le train qui est le plus pratique, qui vous amène de centre-ville en centre-ville pour reprendre la voiture. C'est dire que cette révolution qui est en train d'arriver à la SNCF me convient bien. Donc, Louis, je t'interromps juste un instant parce que les exemples que tu prends sont très intéressants et tu évoquais notamment cette question du coût social et de la façon dont il fallait éviter que les citoyens se détournent d'un certain nombre d'offres. Quand on passe les transports à 1 euro, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça fait augmenter la demande de mobilité parce qu'il y a de l'étalement urbain, parce qu'il y a de la facilité à se déplacer? Ou est-ce que vous notez dans la métropole des signes de report modal, de comportement différent? Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est compliqué de savoir ce que vont donner des mesures politiques. Alors, tout à fait exact. Le fait de passer à 1 euro ne changera pas les habitudes de 100% de nos automobilistes. Mais ça joue. Ça joue parce que justement... Il y a des résultats concrets? Ah oui, il y a des résultats concrets. Et si on rajoute le fait que... Bon, j'en profite pour en parler. Dans les différentes mesures que nous prenons sur la métropole, nous avons par exemple l'ouverture de lignes de tram en continu. Ça fait du transfert modal également. Nous avons baissé de plusieurs dizaines de milliers de voitures le nombre de voitures qui passent sur la promenade des Anglais. C'est clair, c'est net, ça on les compte, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est fait par quoi? Eh bien, c'est fait par justement l'arrivée de la ligne 2 de tram. Donc, on avait la ligne... On était en retard chez nous, très en retard par rapport à nos collègues qui avaient imaginé, inventé le tram dans les années 80, début des années 80. Nous, on a attaqué très tard. Mais bon, à quelque chose malheur est bon. On a du matériel très performant. On a vu le temps et on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Donc, une ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et là, on lance la ligne 4, sans compter le tram-train qu'on va lancer, qui sera une ligne 5. Donc, ça n'arrête pas. Et dans ce domaine-là, on voit effectivement du transfert modal. Si vous rajoutez la petite couche supplémentaire des contraintes par la ZFE, alors là, vous commencez à combiner deux facteurs extrêmement délicats, mais quand même, la loi, c'est la loi. Et la loi s'impose à tout le monde. Donc, vous avez vu que nous sommes sous contentieux. Et ces contentieux-là, on se fait taper sur les doigts. Mais en même temps, ça permet d'expliquer à nos concitoyens qu'on ne peut pas rester là, parce que sinon les impôts vont augmenter. Il va falloir payer, parce que l'État nous dit c'est notre faute à nous. Non. Donc, grâce à cette pédagogie active, je dirais, on a besoin de beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer. Ici, on est dans un milieu de transport, un milieu qui est de spécialistes, de grands spécialistes. Madame Michou, Monsieur Dupont l'est un peu moins. Donc, on a besoin d'expliquer tout ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un verdissement, j'allais dire, des idées
sur le plan politique. Et ça nous aide là aussi à faire passer des messages.